Bonjour Monsieur Gaucher. Bonjour. Je suis venue cette semaine parce que j'ai une pathologie pulmonaire chronique et donc pour apprendre des choses en kiné respiratoire et apprendre tout un tas de choses sur comment mieux respirer. Voilà. Voilà, donc vous avez souhaité faire un stage de réhabilitation respiratoire. Les stages que nous proposons sont des stages que nous proposons pour des patients qui souffrent essentiellement de mucoviscidose ou de bronchopathie chronique obstructive, ou comme vous, de problèmes de dyskinésie ciliaire. La question, c'est de savoir comment on va construire un stage de réhabilitation. Comme je vous l'ai expliqué ce matin, il faut faire un bilan, et un bilan qui est personnalisé, c'est un bilan qui vous ressemble, savoir qui vous êtes et qui est derrière cette pathologie que vous avez. À votre âge, vous l'avez déjà vécu, vous la vivez depuis longtemps, donc vous avez déjà votre vie, votre qualité de vie, et vous vous êtes rendu compte que vous aviez des déficiences ou des désavantages, et vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans votre capacité respiratoire. En ce qui vous concerne, votre bilan pneumologique est plutôt bon. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que la réadaptation respiratoire peut vous apporter. On va apprendre ensemble le drainage autogène. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le drainage autogène n'est pas un drainage autonome, même s'il contribue à faire du patient un expert de sa maladie. Alors dans le drainage autogène, il y a quoi? Il y a autogène. Autogène, ça veut dire auto, moi, qui je suis, et gène, ça veut dire que ce que j'ai, ce que je vis est dans mes gènes. Ça veut dire que chaque patient est différent. Et qu'aujourd'hui, la kinésithérapie respiratoire ne peut pas se faire comme une recette où on ferait la même chose à tous les patients. Donc chaque patient a une fonction respiratoire qui lui est propre, il a un volume courant qui lui est propre, une fréquence respiratoire, une fréquence cardiaque qui lui est propre, et ne serait-ce que cela nous oblige, nous, kinésithérapeutes respiratoires, à nous adapter au patient et surtout à évaluer comment ce patient respire et comment fonctionne sa pompe respiratoire. Ce matin, je vous ai expliqué que la respiration, c'était une articulation qui n'avait qu'un degré de liberté, c'est-à-dire qu'on ne peut qu'inspirer et souffler, et que l'un conditionne la qualité de l'autre. Et que pour ça, vous avez une pompe respiratoire qui doit être optimale, et pour qu'elle soit optimale, il faut que sa mobilité soit optimale. On a un diaphragme qui nous permet d'inspirer, de développer le thorax dans 3 dimensions, mais ce thorax ne peut se développer que s'il est en harmonie avec la colonne vertébrale, avec votre rachis et les courbures, et s'il est en harmonie aussi avec les muscles et le poumon. Donc le thorax, on pourrait dire qu'il est inspirateur, c'est-à-dire que quand vous inspirez, il entraîne le poumon et le poumon se remplit, et le poumon, lui, serait expirateur, c'est-à-dire qu'au relâchement, eh bien, lors de l'expiration, il entraîne le thorax avec lui. Eh bien, pendant ce stage, nous allons restaurer toute la mobilité possible à tous les étages vertébraux, au niveau musculaire et au niveau ostéo-articulaire, de façon à ce que votre poumon puisse s'exprimer le mieux possible dans votre cage thoracique. Alors pourquoi c'est important? Eh bien, c'est parce que le poumon, ça sert à prendre de l'oxygène. Et que l'oxygène, c'est un comburant. Un comburant que vous allez mélanger à votre alimentation et à votre hydratation pour en faire un carburant nécessaire pour vos mitochondries, pour vos cellules, pour pouvoir avoir l'énergie pour bouger, monter un escalier, avoir un projet de vie. Alors cet oxygène, eh bien, il faut l'amener au tissu. Et pour l'amener au tissu, eh bien, il faut améliorer la qualité de votre inspiration et puis il faut lever tous les freins à l'écoulement de l'air. Et ces freins, on les retrouve dans les maladies chroniques comme les vôtres, qui sont l'inflammation ou la présence de mucus ou le bronchospasme. Donc votre bronche doit être ouverte, aérée, de façon à ce que tous les territoires qui sont peu ou mal ventilés soient ventilés, puisque lorsque vous laissez un territoire sans recevoir d'oxygène, eh bien il est propice au développement d'infections. Donc c'est votre cas. Et ça peut se prédire et ça peut s'anticiper. Donc quand on connaît bien sa pathologie, quand on a compris que ce mucus que vous avez dans le poumon, qui est nécessaire à l'humidification de l'air que vous respirez, et ce mucus qui est nécessaire aussi à capter toutes les impuretés que le nez n'a pas captées, ce mucus, lui, eh bien, il est normalement, chez un sujet sain, entre guillemets, balayé en permanence à un rythme régulier, et il se déplace, d'après les études et d'après les chercheurs, de 2 mm par minute dans les petites bronches et de 12 mm dans les gros trous. Ça, c'est vrai quand on a des sites vibratiles qui permettent de balayer ce mucus correctement à un rythme particulier. Dans votre pathologie, vous n'avez pas cette chance. Et vous avez, entre guillemets, ce handicap de ne pas avoir un tapis mucociliaire qui fonctionne, et donc de risquer de produire du mucus
qui est important de produire. Il est important de le produire parce que c'est un système de défense. Et comme je le disais, comme je vous l'ai expliqué ce matin, ce mucus, c'est un gel finalement. C'est un gel, il est fait de lipides, de protéines, et il est fait à 95% d'eau. Donc il faut, pour qu'il soit mobilisable, qu'il soit le plus fluide possible. Et il a une particularité qui est sa thixotropie. La thixotropie, ça veut dire que lorsqu'on le secoue, ce mucus, eh bien, il se déstructure, il casse des ponts, et il fait que ces mucines se fractionnent et il devient plus proche de l'eau à nouveau. Donc on intégrera, vous verrez dans nos techniques de kinésithérapie, des techniques qui vont préparer le mucus à être mobilisable et des techniques qui vont déstructurer le mucus. Donc ça, on va y revenir si vous voulez dans un deuxième temps. Mais un mucus ne doit jamais être collant, il ne doit jamais être adhérent, parce que lorsqu'il adhère à la paroi, eh bien, il risque même de boucher des territoires, et ça fait des atelectasies, et ça fait des poumons qui peuvent évoluer par la suite vers des pneumopathies à répétition, des atelectasies, je viens de le dire, mais surtout des bronchectasies, des dilatations de bronches. C'est ce que j'ai. Voilà. Donc, tout ça, on connaît bien maintenant, on maîtrise bien. Les kinésithérapeutes respiratoires connaissent très bien cela. Vous avez un kinésithérapeute respiratoire qui s'occupe de vous, qui vous fait faire de la kiné respiratoire, et c'est très bien, il connaît très bien son job. Ici, c'est un peu particulier parce que ici, vous êtes ici toute la journée, pendant une semaine. L'idéal, ce serait que vous soyez ici 15 jours ou 3 semaines pour commencer même à changer des habitudes, parce qu'il faut pas mal de temps pour changer des habitudes. Mais au moins déjà, à partir du bilan qu'on a fait ce matin, on peut définir des lignes de conduite et puis des voies d'amélioration et d'optimisation. Donc vous allez avoir à peu près 5 heures de kiné par jour, 2 heures de sport que vous pourrez faire ici à Donios et qui seront choisis parmi 70 cours qui sont à votre disposition pour découvrir le yoga, le travail sur ballon, une multitude d'activités pour trouver celle qui vous convient mieux et celle qui a réveillé votre corps, qui fait que vous vous sentez mieux dans ce corps, tout ce qui est proprioceptif et qui vous permet de mieux exprimer votre respiration. Pendant les séances de kinésithérapie, le médecin n'a pas souhaité qu'on vous fasse d'aérosol thérapie, donc on n'aura pas la possibilité de faire des aérosols qui nous permettraient de fluidifier votre mucus. Par contre, on le fera avec des moyens mécaniques, et notamment avec le Syneox, qui est un appareil qui nous permet maintenant de déstructurer le mucus, et nous allons essayer ça ensemble. Et puis nous utiliserons des systèmes PEP qui nous permettent des pressions expiratoires positives de maintenir votre bronche ouverte, comme je vous l'ai expliqué aussi ce matin. Sur le plan anatomique, votre trachée fait 2 cm de diamètre, 3 en fonction de votre taille et de votre âge, et se divise par 2,2 à droite et à gauche, puis ensuite 23 fois. Donc le calibre de la bronche est de plus en plus petit, et il doit faire véhiculer de l'air, de l'oxygène et du gaz carbonique là-dedans. Et puis surtout, il faut donc épurer ce tapis mucociliaire pour que la bronche soit saine et que l'oxygène passe bien. Donc voilà ce qu'on va faire, pendant cette semaine pour aussi appréhender qui est Justine Amaïl, qui est vous, qui est derrière cette maladie, comment vous la gérez, de façon à ce qu'on essaye de gagner en autonomie. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, le drainage autogène ne veut pas dire autonome. Le drainage autogène, c'est une prise en charge personnalisée, adaptée à la fonction respiratoire de chaque patient, adaptée à sa pompe respiratoire, qui consiste à optimiser ses pompes dans tous ses moindres détails, et c'est une kinésithérapie sur mesure. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'être dans la recette. Par contre, on a une trousse à outils qui est très importante et qu'on peut adapter à chaque patient. Et c'est pour ça que le bilan est fondamental, et c'est le patient qui guide notre séance. Sa dyspnée, sa fréquence respiratoire, ses symptômes vont nous orienter pendant tout notre stage de réhabilitation pour pouvoir affiner la prise en charge, ce qui permet au patient de finalement de mieux ressentir s'il a des douleurs, s'il a des limitations, des restrictions de mobilité qui pourraient empêcher finalement sa pompe respiratoire de s'exprimer correctement. Voilà, donc on va apprendre à se connaître et puis peut-être que vous aurez envie de revenir pour un stage un petit peu plus long. On verra déjà à la fin de la semaine tout ce que vous aurez gagné, vers où vous aurez progressé, qu'est-ce qui aura été révélé par l'activité ou par la kinésithérapie pendant cette semaine. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre à comprendre ce qui se passe et le ressenti. Parce que bon,
ce que j'ai en fait en tête, c'est qu'il y a un problème. Mais après, justement, les sensations, les comprendre et savoir comment agir ou réagir pour aller mieux, quoi. Alors, il y a un élément fondamental. Je vous ai prescrit ce matin un Respimer, qui est un dispositif qui va vous permettre déjà de libérer vos voies aériennes supérieures, qui va vous permettre de remplir vos fosses nasales d'eau et de sel de mer, de façon à améliorer la perception que vous avez de l'air inspiré. Le nez est un organe fondamental. Il vous permet, on le sait, de réchauffer, d'humidifier, de filtrer l'air, à peu près 7 milliards de particules, toutes les particules supérieures à 5 microns, toutes les autres vont entrer dans le poumon. Et surtout, ce nez va contribuer à l'olfaction, donc au goût. Le nez, c'est 90% du goût, donc 90% de la perception que vous avez de l'aliment. Et donc, ça, c'est important. Bien-être, c'est très important pour la nutrition, parce que, comme je vous l'ai laissé entendre ce matin, lorsque vous mangez, la première chose, enfin, le premier organe qui se sert dans votre corps, c'est votre cerveau. Le deuxième organe, c'est le muscle. Et le dernier organe qui se sert lorsque vous vous nourrissez, c'est le poumon. Donc, l'alimentation, c'est l'énergie, c'est aussi l'immunité, ce sont les défenses. Et le nez est un ordinateur de défense. C'est-à-dire que le nez, c'est l'immunité. Nous avons dans le septum nasal, nous avons des capteurs de l'immunité qui vont renseigner notre centre respiratoire primaire sur la qualité de l'air que vous respirez, sur les aérocontaminants, et qui va commander donc votre système de défense. Pardon. Il y a un autre élément qui est important dans le nez, c'est qu'il est régulateur du débit aérien. Quand vous allez faire une activité physique intense avec nous, au début vous allez respirer correctement par le nez, puis à partir de 30-35 litres par minute, vous allez vous sentir obligé de respirer par la bouche. Beaucoup de sportifs utilisent des écarteurs de narines pour améliorer cette perception de l'air et renseignement que le nez va donner à votre centre respiratoire primaire. Donc, dans la façon que vous allez avoir d'aborder dorénavant votre poumon, vous remettrez le nez au centre de vos préoccupations. C'est la porte d'entrée de toutes les surinfections. Toutes les surinfections bronchiques commencent par une rhinite. Donc, dès les premiers éternuements, dès les premiers signes d'obstruction, même avant que l'obstruction nasale arrive, vous penserez à vous laver le nez correctement avec un grand volume, comme nous avons pu le montrer avec des chercheurs, notamment le professeur Ludovic de Gabory, sur la modélisation des voies aériennes, ce qui nous permet aujourd'hui de connaître quelle quantité est nécessaire pour un lavage de nez grand volume nécessaire. Eh bien, vous aurez, à partir de là, déjà pris la voie de la prédiction et de la prévention des surinfections, et surtout de la perception de l'air qui rentre correctement dans votre poumon. Dans un deuxième temps, on apprendra le mode inspiratoire. Une inspiration lente qui vous permettra d'homogénéiser votre ventilation, et surtout, donc, en l'homogénéisant, de pénétrer les territoires qui sont peu ou mal ventilés. Dans les maladies dont vous souffrez, et dont celles dont je parlais tout à l'heure, comme la mucoviscidose ou la bronchopathie chronique obstructive, vous avez des territoires bronchiques où le calibre de la bronche est réduit. Ce qui fait que l'entrée de l'air à l'inspiration ne se fait pas correctement, et il en est de même à la vidange, lors de l'expiration. Donc, nous avons un retard de remplissage et un retard de vidange. Et ça, on doit le régler. Et c'est un problème que nous devons régler en kinésithérapie respiratoire. Donc, on va vous réapprendre à respirer pour que vous ne laissiez pas pour compte un territoire bronchique quel qu'il soit. Sachez qu'un territoire qui n'est pas ventilé plus de 24 heures peut être comme le fond d'une cave, un territoire où va se développer des bactéries, des germes et donc une surinfection. Donc quand on est conscient de tout ça, et c'est ce qu'on va apprendre step by step pendant ce stage, eh bien vous allez apprendre à mieux vous connaître, et puis vous allez aussi sentir votre corps, vos muscles travailler, vos articulations s'ouvrir, retrouver de la mobilité. Et en fait, c'est extrêmement vertueux, parce que vous allez renseigner votre cerveau sur l'optimisation de vos fonctions. Et quand vous allez sentir combien vous êtes mieux dans une mobilité, eh bien votre cerveau vous invite à le conserver. Et c'est exactement ce qui se passe avec un lavage de nez. Beaucoup de gens qui ne se sont jamais lavé le nez ne se rendent pas compte que ce nez est bouché.
Hier, pour la première fois, j'ai lavé le nez d'une patiente qui m'a dit « mais je ne savais pas que je pouvais aussi bien respirer par le nez ». Elle s'en est rendue compte immédiatement après le lavage. Elle avait un nez sec, son nez n'était pas fonctionnel. D'autres questions? Et puis aussi, dans la journée, vous me dites, enfin ce matin, vous m'avez dit qu'il fallait que je mange une barre. C'est la première question que je vous pose et que je pose à tous mes patients quand ils arrivent le matin. Je veux savoir ce qu'ils prennent au petit déjeuner. Savoir ce que prend un patient au petit déjeuner nous fait mieux comprendre sa compréhension de sa nutrition. Le petit déjeuner, c'est le starter de la journée, c'est l'énergie qu'on va fournir au corps pour pouvoir faire l'activité dont on a besoin. Donc en fonction de ce que le patient me décrit de son petit déjeuner, je comprends s'il prend un petit déjeuner par principe, ou s'il le prend par goût, par gourmandise, ou s'il le prend par habitude, ou s'il construit son petit déjeuner comme un plat nécessaire à aborder une journée avec force et énergie. Vous m'avez annoncé un peu de café, c'est pas mal, c'est une boisson chaude, il y a un peu d'hydratation. Et puis vous m'avez parlé de 2 tartines. Et nous n'avons donc pas intégré là-dedans autre chose que du sucre à assimilation rapide. Donc nous n'avons pas de protéines, nous n'avons pas de jambon, nous n'avons pas de fromage, nous n'avons pas de fruits, nous n'avons pas de vitamines. J'avais des fruits. Donc nous allons revoir ça. Et c'est important du coup à partir du petit déjeuner que vous puissiez me photographier chacun de vos plats toute une journée pour que je vois quand vous les prenez, est-ce que vous mettez en quantité et en qualité d'aliments. Ça ne veut pas dire qu'on va changer vos habitudes alimentaires, mais on va essayer de construire votre alimentation parce que l'alimentation, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui va permettre à votre poumon de se défendre et c'est ce qui va permettre donc à votre corps de supporter votre poids de corps et de supporter l'exercice que vous faites. Très bien. Ça va? Oui, très bien. Merci. On verra pour demain. Si vous avez besoin